19h, belle soirée à l'écoute d'Europe 1. La rentrée ce lundi au collège et au lycée, une semaine après les écoliers, ce sont les élèves du second degré qui ont retrouvé leurs camarades. Oui, une rentrée en demi-jauge. Le gouvernement mise sur le déploiement d'autotests et d'un protocole sanitaire très strict pour éviter les contaminations. Au sommaire également, le coup d'envoi du premier procès aux assises de Nordal-Lelandais. En attendant de devoir répondre de la mort de la petite Maëlys, il est jugé pour le meurtre du caporal Arthur Noyer. Les régionales en PACA, c'est le grand cafouillage après son alliance avec LREM, Renault Muselier, Rétropédale. Et nous, on a un petit peu de mal à comprendre. Heureusement, Louis Dragnel viendra nous expliquer les dessous de cette tambouille. De mystérieuses attaques aux États-Unis. Les services de renseignement américains enquêtent sur une nouvelle arme étonnante et inquiétante. Et puis Manchester City PSG, demain à 7h, on fera moins les malins. Demi-finale retour de Ligue des Champions. La météo avec Anissa Daliban, on va aussi moins faire les malins demain puisque la France est coupée en deux. Oui, avec une dépression qui concerne toute la moitié nord, avec de la pluie et du vent fort. Donc demain, il faudra des parapluies, mais ils risquent de s'envoler. Et dans le sud, l'atmosphère sera bien plus printanière. Je vous dis tout à la fin du journal. Europe 1. Écoutez le monde changer. Après un mois à la maison, c'était donc la rentrée pour les collégiens et pour les lycéens. Ce lundi, nouvelle étape du déconfinement, mais avec bien sûr un protocole strict et la mise en place de demi-jauge. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui était notre invité tout à l'heure sur Europe 1, a confirmé que le gouvernement compte beaucoup sur les autotests pour limiter. Le test que nous livrons cette semaine à cette fin. Et puis ensuite, la semaine prochaine, les lycéens sont concernés avec un test par semaine qu'ils se feront eux-mêmes, mais sous la supervision, s'agissant des lycéens, sous la supervision des personnels dédiés. Peut-être que dans quelques semaines, on leur proposera de le faire à la maison, mais pour l'instant, ça se passe dans l'établissement. Vous avez en amont de tout ça une autorisation des parents. S'ils disent non, il n'y a pas de test. S'ils disent non, il n'y a pas de test. Non. Alors on espère peut refuser les autotests. On a le droit de refuser les autotests. Je ne le souhaite pas, évidemment, mais c'est juridiquement chacun ainsi. joue le jeu. Cette question, Jean-Michel Blanquer, des autotests est très importante. Pourquoi avoir tant attendu pour les mettre en place dans les écoles ? J'ai vu que les Britanniques l'avaient fait dès le 8 mars. Alors d'abord, il y avait des enjeux. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Oui, et notamment pour le bac, avec cette fameuse question du grand oral maintenu. Tous les syndicats enseignants demandaient sa suppression, ils n'ont pas été entendus. Pourtant, Jean-Michel Blanquer l'a redit, ce soir, il reste ouvert à des aménagements. L'élève pourra amener un mot, par exemple, pour expliquer ce qu'il n'a pas vu et éviter ainsi les impasses, a confirmé ce soir le ministre. Mais on ne sait pas encore quelles autres modifications pourraient être décidées. Ce qui est sûr, c'est que ce bac inquiète également les élèves. L'Union nationale lycéenne avait appelé au blocage des lycées dès hier soir. Ce soir, il revendique 200 blocages dans toute la France. Le ministère lui en compte une centaine. Deuxième point noir, les autotests. Ce sont surtout ceux qu'il va falloir faire passer au lycée, aux élèves à partir de lundi prochain qui posent problème au personnel. Un protocole leur a été envoyé la semaine dernière avec des règles sanitaires très strictes et pour tous, ça n'est pas à l'école d'organiser ces autotests. Enfin, dernier sujet, la vaccination. Les personnels ne sont prioritaires mais qu'à partir de 55 ans avec des créneaux spécifiques et comme dans le reste de la population, pour tous ceux qui présentent des comorbidités, ils sont en réalité quasiment assujettis aux mêmes critères que les autres alors qu'ils pensaient obtenir davantage avant la fin de l'année scolaire. Une précision de Virginie Riva. Notez que le ministre de la Santé Olivier Véran sera demain matin à 8h15 l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Les restaurants, cafés, entreprises de la culture ou de l'événementiel qui rouvriront partiellement seront éligibles dès le mois de juin au fonds de solidarité et ce même si leurs pertes de chiffre d'affaires sont inférieures à 50%. Confirmation aujourd'hui du ministre de l'économie. Les mots à présent, les mots de Nordal-Lelandais à l'ouverture de son procès à Chambéry. Je n'ai jamais voulu donner la mort à Arthur Noyer, a-t-il dit. Il s'agit du premier procès pour l'ancien maître chien accusé également, vous le savez, du meurtre de la petite Maëlys, jugé pour avoir tué donc le caporal en 2017 près de Chambéry. Jean-Luc Boujon, vous avez suivi cette audience pour Europe 1. Nordal-Lelandais s'est présenté aujourd'hui comme un gendre idéal et en ce moment, Jean-Luc, c'est sa mère qui est en train de témoigner. Oui, effectivement. Et depuis tout à l'heure, Christiane Lelandais, retraitée de 72 ans, ne fait que confirmer la propre présentation flatteuse de son fils. En parlant de lui, elle décrit un enfant doux, gentil, puis ensuite un homme bien, un bon fils, serviable. Certes, elle concède qu'il était un peu renformé, qu'il parlait peu, alors même qu'il vivait encore à presque 35 ans dans la maison familiale. Mais je le laissais tranquille, il sortait à Chambéry, il allait voir ses copains, il avait sa vie, je l'embêtais pas. Ce qui frappe, c'est la façon dont elle passe presque complètement sous silence les faits, l'assassinat de Maëlys, puis le meurtre
d'Arthur Noyer qu'elle évacue en quelques mots. Ce qui s'est passé, je ne l'ai pas vu venir. Comme une ellipse dans ses propos, elle passe directement au récit du séjour de son fils en hôpital psychiatrique où, abruti par les médicaments, elle avait l'impression de voir un zombie. Mais depuis quelque temps, j'ai retrouvé mon fils, il est bien aujourd'hui, Nordal. Des mots prononcés juste devant la famille d'Arthur Noyer, juste devant le portrait du militaire tué par le Landais qui résonne étrangement dans la salle d'audience. Ce que lui fait remarquer l'avocat de la famille Noyer qui s'adresse alors à elle. Savez-vous, madame, que les époux Noyer, eux, ne retrouveront jamais leur fils? Silence de Christiane Lelandais. Pouvez-vous maintenant demander à votre fils de dire la vérité? Demande l'avocat. La maman s'exécute et Nordal Lelandais de répéter ce qu'il dit depuis le début. Oui, j'ai bien tué Arthur Noyer, mais c'était involontaire. Un coup pour rien pour l'accusation. Merci Jean-Luc Boujon qui suit ce procès devant les assises de Chambéry pour Europe 1. Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier. Oui, la suite du journal, toujours Isabelle Millet. Alors, face au tollé chez les Républicains, Renaud Muselier, le président de la région PACA, s'explique ce soir. Oui, en gros, après avoir tendu la main à la République En Marche, il affirme aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'accord d'appareil et qu'il ne veut pas de ténor LREM sur sa liste. Des explications pour le moins filandreuses. On a bien besoin de vous, Louis Dragnel, parce qu'on a un peu de mal à comprendre. C'est vrai que cette bouillabaisse politique a un goût bizarre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'initialement, le président de la région sortant, Renaud Muselier, avait l'intention de composer lui-même sa liste sans faire de bruit et sans être vu, en clair, qu'on lui fiche la paix. Et puis, deux éléments ont perturbé la préparation de cette tambouille. Premièrement, face à un Rassemblement national très fort, Renaud Muselier a craint que les Républicains puissent perdre la région. Deuxièmement, Emmanuel Macron, obsédé par la reconfiguration politique du pays, passant par un affaiblissement de la droite, le chef de l'État a tout fait pour qu'un accord se fasse localement entre les Républicains et la République En Marche. Alors demain aura lieu une grande explication à la Commission nationale d'investiture des Républicains, présidée par Éric Ciotti, totalement opposé à l'idée d'un accord avec Emmanuel Macron. Donc demain, Renaud Muselier sera présent à cette réunion à double titre. D'abord pour expliquer ce choix très critiqué par son parti qui lui a retiré son investiture, mais aussi, et ça fait jaser dans les couloirs du parti, parce que les statuts de la commission d'investiture stipulent que Muselier est le représentant de Christian Jacob, le président du mouvement. Pour le député Olivier Marleix, l'enjeu, c'est qu'Emmanuel Macron comprenne que tout le monde n'est pas à vendre. Et de conclure, il y a une bonne nouvelle. Si Emmanuel Macron fait ça, c'est parce qu'il a peur d'être battu en 2022. Merci Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Les responsables de la sécurité nationale à la Maison-Blanche auraient-ils été victimes d'attaques aux ondes sonores? Alors de quoi s'agit-il? C'est un scénario de science-fiction sur lequel enquête le FBI et on va tout vous expliquer. Parce qu'on en parle forcément avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier. Bonsoir. Alors visiblement, un haut responsable de la présidence américaine aurait été victime d'une nouvelle arme étonnante alors qu'il se promenait dans un parc de Washington. Voilà, c'est ça, c'était dans le parc de l'Ellipse, vous savez, ce fameux South Park qui est situé juste en lisière sud de la Maison-Blanche et qui est donc extrêmement fréquenté par le personnel de la présidence. On est au mois de novembre, après les élections, et un responsable du Conseil national de sécurité s'y promène et il commence à être gêné par un sifflement dans ses oreilles qui se transforme rapidement en une série de bourdonnements. Ça va en s'amplifiant jusqu'à résonner dans sa boîte crânienne, à en devenir insupportable. D'ailleurs, il s'effondre, perte d'équilibre, vertige, maux de tête, et puis évidemment, dans les jours qui suivent, des acouphènes, des troubles du sommeil, un fort ralentissement cognitif. En gros, il n'arrive plus à se concentrer et donc à réfléchir. C'est quand même très handicapant et très inquiétant, surtout qu'il ne présentait au départ aucune prédisposition à une telle réaction. Et bien alors là, les agents du Secret Service, qui sont chargés de la sécurité de la Maison-Blanche, se souviennent d'un étrange précédent. C'était en 2016, à Cuba. Il y avait 21 diplomates américains qui avaient présenté exactement les mêmes symptômes. Et puis l'année suivante, à nouveau, cette fois c'est en Chine, à Canton, du personnel diplomatique est frappé par ce même mal mystérieux qui est donc, ça provoque l'ouverture d'une enquête. Elle est menée par les meilleurs spécialistes médicaux américains qui constatent des lésions cérébrales sur tous les patients examinés, vraisemblablement causées par une exposition trop importante à des ondes sonores pulsées de forte intensité. C'est donc l'hypothèse d'une attaque au canon à son, c'est ça? Eh bien voilà, ça y ressemble, sachant que ce type de matériel existe bien. Le Long Range Acoustic Device, par exemple, équipe les forces de police américaines. Elle a été déjà utilisée à Pittsburgh en 2009 contre les émeutiers qui s'en prenaient au sommet du G20. Mais seulement, cette technologie, elle utilise des infrasons. C'est très concentré. Ils vont agir comme une sorte de coup de poing sonore. Ça peut même vous faire vomir. Mais ça ne provoque pas les symptômes qui sont ceux constatés dans le cas des diplomates. Ce qui est bien plus probable, c'est qu'ils aient été soumis à une opération de surveillance un petit peu
agressive, avec des espions qui les écoutaient en permanence, avec du matériel d'interception comme des micros directionnels alors là, pour le coup, c'est des ultrasons, et ça a fini par créer autour de leur cible une sorte de cage de Faraday, et c'est donc cette surexposition aux ondes qui aurait provoqué ces traumatismes crâniens sans qu'il y ait de choc physique direct. Incroyable. Ah oui, quelle affaire. Stupéfiant. Merci, on en apprend des choses avec vous. Merci mon cher Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h. Et demain, Julien, à cette heure-ci, on y sera presque. Demi-finale, retour de Ligue des Champions pour le PSG face à Manchester City. Kylian Mbappé, vous voyez, est incertain, ça m'émeut. On sait que l'attaquant a souffert d'une contracture au mollet droit au match aller. Les Parisiens qui pourtant auront bien besoin de tout leur talent. Marco Verratti s'attend en tout cas à un match compliqué. Demain soir, il faudra presque un miracle. Priez Dieu. Non, qu'est-ce qu'on va faire? C'est normal, on n'est pas en équipe des aliens, c'est sûr qu'on va souffrir. On joue en Champions League, aussi eux, ils ont la même envie de gagner que nous. Et les moments qu'on doit souffrir, il faut souffrir ensemble. Il faut rester lucide, il faut rester calme, parce qu'on va avoir notre opportunité. Et je pense qu'on est là, on est proche, on doit tout donner sur le terrain. Ça passe pour des petits détails, c'est à nous de jouer aussi avec notre style demain. Voilà, Marco Verratti, le milieu de terrain du PSG, au micro Europe 1 de Julien Froment. Grande soirée foot demain. Évidemment, match que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Grande soirée foot dès 20h, juste après le 18-20. Et puis c'est le nouveau podcast d'Europe 1 réalisé à l'occasion du 200e anniversaire de la mort de Napoléon. Il est disponible dès aujourd'hui sur notre site internet. Napoléon, personnalité historique préférée des Français. Vous y découvrirez des tas d'infos et d'anecdotes qu'on ne trouve pas dans les livres d'histoire. Dans ce podcast en 3 épisodes réalisé par Sébastien Guidis et raconté par Laure d'Autriche. Oui, et on en parlera très largement mercredi dans notre journée spéciale consacrée à Napoléon sur Europe 1 et notamment votre 18-20 d'Europe 1 dans Europe Soir, ici même à ce micro. Rendez-vous donc mercredi. Merci Isabelle, on vous retrouve demain à partir de 18h pour le journal et évidemment toute l'info. La météo avec Anissa qui nous dit que le temps change demain avec de l'humidité au nord et des nuages et évidemment le sud est en partie préservé. C'est ça, exactement, c'est Je résumé. dis évidemment parce que c'est un peu toujours le cas quand même. Oui, alors ces derniers temps, on avait un peu l'inverse. On avait du mauvais temps dans le sud et du soleil au nord, mais là, on a envie de dire que voilà, la norme est de retour. À la normale. Exactement. Alors nous avons une dépression en fait sur les îles britanniques actuellement et cette dépression qui est assez forte, elle provoque demain un très gros coup de vent sur la moitié nord. Ce coup de vent est accompagné de pluie dès le début de la journée.